Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Alors pour qualifier notre invité aujourd'hui, le premier adjectif qui me vient à l'esprit est celui de solaire. Voilà quelques 50 ans déjà que cette grande comédienne illumine de sa présence l'écran noir de nos nuits blanches chères à Claude Nourneau. 60 ans. Non, moi, 60 ans bientôt. 60 ans bientôt. Là, je pense que vous avez reconnu sa voix. J'ajoute que c'est une photographe aguerrie et que depuis de nombreuses années également, c'est une femme de mots, une femme de lettres, romancière maintes fois distinguée par la critique et plébiscitée par le public. C'est donc Madame Annie Dupéré que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui au micro de Radio J. Bonjour Annie, comment allez-vous ? Bonjour. Oui, je suis au bord des 60 ans de carrière, tu te rends compte ? Oui, enfin, 60, oui. C'est ça. Premier véritable contrat à 16 ans, voilà, il n'y a qu'à faire le compte. Vous ne les faites absolument pas. Mais c'est pas grave, on assume. Annie, votre actualité de cette rentrée, c'est Mes chers enfants, oui. Un spectacle écrit et mis en scène par Jean Marbeuf, l'histoire d'une grand-mère, que je n'ai pas encore vue, je viens vous voir ce week-end. L'histoire d'une grand-mère qui est mère aussi, qui est veuve, et qui se retrouve seule, et le temps d'un voyage épistolaire relie à haute voix toutes ces lettres qu'elle n'a pas envoyées à ses enfants. Parce qu'elle s'est rendue compte au bout de quelques dimanches, ça fait 10 ans qu'ils viennent déjeuner tous les dimanches à la maison, et un jour elle prend conscience qu'elle les enquiquine, à leur gâcher leur dimanche où ils pouvaient faire autre chose, et elle part. Voilà, elle part pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire de sa dernière ligne droite, comme elle dit, pour la vivre le plus honnêtement possible et sans emmerder ses enfants. Donc elle part, et puis effectivement, là, il y a une tranche de vie. Parce que qu'est-ce qu'on fait de sa vie maintenant quand on est à la retraite à 62, 63 ans, voilà, jeune, et qu'on a encore 25 ans ou 30 ans à vivre? Qu'est-ce qu'on en fait ? On emmerde ses enfants tous les dimanches. On emmerde ses enfants tous les dimanches. On reste sur le canapé à regarder Michel Drucker. Quand on vous y voit, c'est vraiment très bien. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc, elle décide, de partir. Et puis, au début, c'est assez grisant. C'est comme des vacances. Et puis, elle va découvrir le monde tel qu'il est maintenant et s'engager tardivement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte ? Ce qui m'a touché, c'est... Tu sais, pardon, je te tutoie, mais oui, on ne se connaît absolument pas. J'ai une manière curieuse, moi, de fonctionner quand je lis un scénario ou une pièce. Je lis, et puis soit je commence un peu à répéter dans ma tête, soit rien ne se passe, et c'est pas pour vous. Voilà, c'est pas pour moi. Et là, je me suis dit, des lettres, c'est sympa, ça doit être sympa, des lettres. Hein, Jean Marbeuf, quand même, c'est un gage de qualité, je vais en lire 3-4, voilà, et puis j'ai pas pu le lâcher. Et j'ai appelé Jean dans la foulée en lui disant, voilà, ok, banco, je veux bien le faire. C'est la première fois que vous travaillez avec lui ? Oui, absolument. Je ne connaissais pas. Jean Marbeuf, pour les auditeurs, c'est lui, entre autres, Le Pétain. Un merveilleux film où Jean-Yann, dont nous aurons l'occasion de reparler dans cette émission, jouait un Laval absolument incroyable. Oui. Et puis, j'ai vu, Jean m'a confié quelques-uns de ses films, et il a fait un chef-d'œuvre qui est moins connu, qui s'appelle Coup de sang, qui est absolument, mais une merveille d'invention, d'originalité merveilleuse. Voilà. Donc là, vous êtes une comédienne comblée. Je suis une comédienne comblée. Lui aussi, me dit-il, est un metteur en scène comblé, donc c'est parfait. donc tout va bien. Non, c'est un curieux truc. C'est un texte à habiter, en fait, plus qu'à jouer. C'est-à-dire que faut habiter cette femme, ces lettres qu'elle dit, elle a besoin de les relire, elle les relit, elle les redécouvre. Voilà. C'est combien de mois de travail pour rentrer dans un personnage comme ça ? Alors, je rentre pas dans ce personnage, je l'offre. C'est intéressant, ça. C'est différent. Des lettres comme ça, un texte comme ça, d'abord j'ai les lettres en main, même si je les sais, j'ai les lettres en main. Et parce que c'est son support, c'est le support, c'est ce qu'elle a écrit à ses enfants, ce qu'on n'ose jamais dire à ses enfants. Il y a des lettres qui passent un peu les bornes, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle n'ose pas leur envoyer, et qu'elle pense que peut-être plus tard, ils les liront. Peut-être. Après elle. Et plus généralement, Annie, qu'est-ce qui vous fait accepter ou non d'entrer dans une aventure artistique ? Vous êtes une comédienne courtisée depuis, je reprends vos termes, depuis quelques 60 ans. Moi, j'en étais resté à 50. Oui, bien des décennies, comme a dit un jour quelqu'un. Vous avez certainement extrêmement souvent été sollicité. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui ou non ?
j'ai cru savoir en vous lisant cet été, j'ai passé un petit peu l'été avec vous, vous faisiez souvent confiance à votre instinct, et les fois où vous ne lui avez pas fait confiance, ça s'est mal passé. Oui, j'ai possiblement été pas mal dirigée dans ma vie. Donc moi qui ai l'air d'une femme assez volontaire, comme ça... C'est une petite voix intérieure comme ça qui vous dit les choses. Oui. Ma plus grande qualité a peut-être été d'être obéissante. À votre petite voix. À ma petite voix, voilà. Alors je vous rappelle, Annie, le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille quelques chansons qui ont rythmé votre vie, et nous allons comme ça... Ça va pas être neuf, hein. Oui, j'ai vu ça. Alors, justement, nous allons nous promener au gré de vos préférences musicales, et autant le dire tout de suite pour nos auditeurs, on ne va pas faire dans le jeunisme. Non. Pas vraiment. D'où vous vient ce goût assumé pour les chansons que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? Alors je sais pas. Est-ce que c'est le fait que mon enfance a été un peu cassée et que du coup disons que mes goûts me portent sur le passé quand même. Je suis très non pas nostalgique, mais je suis vraiment assez féru quand même de chansons du début du siècle. C'est des chansons non seulement des parents, mais des arrière-grands-parents. Et il y a quelque chose là-dedans qui me plaît énormément, notamment les chansons qui racontent des histoires, quoi qu'il y en a maintenant, il y a Benabar, il y a des gens qui font des chansons qui racontent des histoires comme ça. Mais les chansons à texte et à texte, si possible avec humour, me plaisent énormément, quoi. Brassens disait qu'on rentre dans une chanson par la musique et qu'on y reste par les paroles. C'est une définition que vous reprendriez. C'est une définition, effectivement. Que vous reprendriez à votre compte. Que je reprendrais bien, oui, tout à fait. Alors, le premier de vos choix, une chanson de Barbara, un album publié sur un album qui est paru en 1968, l'album Le Soleil Noir, c'est L'Amoureuse, avec un L apostrophe, à ne pas confondre avec Amoureuse de Véronique Sanson. Alors, ce n'est pas loin s'en faut la chanson la plus joyeuse de La Longue Dame Brune. Non, mais c'est une chanson, pour moi, c'est un mystère. Personne n'élucidera ce mystère. Pourquoi Barbara, cette chanson est quand même magnifique, pourquoi ne l'a-t-elle chantée qu'une fois et enregistrée qu'une fois? C'est vrai. Elle ne l'a plus jamais... Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette chanson? Quelle histoire sous-tend cette chanson qui fait qu'elle l'est rayée de son répertoire péremptoirement après? On va le résumer pour nos auditeurs. C'est une femme qui cherche l'amour, qui finit par le trouver. Son amoureux la quitte, lui annonce son intention de la quitter. Elle le tue, elle se suicide. Ouais. Il y a plus joyeux comme... Il y a plus joyeux. Bon, Barbara, ça n'a pas toujours été très joyeux, ces chansons. non, mais là, c'est tellement chargé que... tellement chargé, mais le refrain est tellement délicieux. Magnifique. Et la mélodie est magnifique. Ce dégueulando comme ça. Mais elle est belle, quoi. Elle est belle. Pourquoi l'a-t-elle rayée de son répertoire après l'avoir enregistrée une fois? Vous avez eu l'occasion de la rencontrer, Barbara? Alors, oui, j'ai tourné avec elle dans un film, pas très bon, je l'avoue, de Jean-Claude Brialy. Voilà. Jean-Claude avait fait, c'était l'époque des films à sketch. Oui. Voilà, donc nous étions quelques-uns comme ça à faire un sketch dans son film, dont Barbara. Et moi, quelques temps avant, je sais plus si c'était au Théâtre Hébertot ou quelque chose comme ça, j'étais restée clouée d'émotion dans mon fauteuil à un de ses concerts où je pouvais même pas applaudir tellement j'étais dans un état comme ça. Donc inutile de vous dire qu'arrivé sur le tournage, j'étais focalisée sur elle comme Bien ça. sûr. Et je la voyais assise dans un coin par terre, se maquiller toute seule avec tout son petit barda autour d'elle, tout son petit bordel étalé à se faire son œil comme ça en aile de corbeau et tout. Puis on a eu 2 jours de déjeuner en commun qui réunissaient tous les personnages. Donc là, vous avez pu l'aborder? Non, même pas. Même pas. J'osais pas. Je l'ai. Voilà. Puis on discutait comme un peu, mais d'une manière générale comme ça. Et quelques mois après, je me balade dans Saint-Germain-des-Prés, rue Mazarine, je crois, et je passe sur le trottoir et j'entends une voix derrière moi. Oh Annie, Barbara, qui se précipite dans mes bras, qui m'embrasse chaleureusement en me disant qu'est-ce que je suis contente de te voir. Vous deviez être comblé. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je lui dis bien sûr et tout. Elle m'a fait un joli petit signe comme ça. Et elle est rentrée dans la boutique où elle était en me faisant un petit au revoir gamin. J'ai jamais compris ce qui s'était passé. Est-ce que, au cours de ces 2 jours, elle m'avait écouté? Elle avait vu quelqu'un qui lui plaisait bien. Un coup de cœur amical. Un coup de cœur amical qu'on s'était pas dit comme ça.
Je reste avec ce souvenir. Barbara m'a embrassée. C'est pas beau, ça? Il vous est souvent arrivé de rester fan comme ça, de rester une petite fille fan devant des gens que vous avez rencontrés, que J'ai vous jamais admiriez? été une petite fille fan. Jamais. Avec Barbara, un petit peu quand même. Un petit peu. C'est pas vraiment fan. Alors c'était pas une petite fille, touchée, quoi. Une femme fan de... Touchée. Ce personnage si étrange. Il y a d'autres gens comme ça qui vous ont impressionné, que vous avez eu l'occasion de rencontrer ensuite, et où vous vous êtes dit c'est compliqué de rentrer en contact avec eux, même quand on fait le même métier. Il y avait, mais le contact a été long et très fructueux quand même. Je me rappelle, j'ai été absolument ahuri de voir Robert Hirsch au Français quand j'étais encore au conservatoire. Et puis on a joué quand même une pièce à deux pendant 2 ans. Et là, ça... Sarah, où on était... Et c'était formidable d'ailleurs, on s'est très bien entendu. Très bien entendu. On a la même technique, la même régularité. Parce que Robert Hirsch, il fallait savoir quand même qu'un rôle pour lui, c'était une partition. Je te dis ça à toi, musicien. C'était, mais au quart de ton et au quart de silence près. Et donc, comme il a vu que je pouvais être très régulière comme ça, voilà, il me disait là, on peut... J'ai dit, quand tu veux, Robert, non, mais on le fera. Je dis, on le fait tout de suite, si tu veux. Alors, du coup, ça lui a plu. Il m'a dit, oh, t'es rapide, j'adore. Et c'est des cadeaux, c'est des vrais cadeaux de la vie, de rencontrer des gens comme ça. Alors, on va tout de suite écouter L'amoureuse de Barbara, mais en parlant de Barbara, une petite transition rapide. On ne peut pas parler de Barbara sans évoquer Roland Romanelli, qui a partagé sa vie, qui a été son accompagnateur pendant des années. Et Roland Romanelli, je crois que c'est lui qui signe la musique de Mes chers enfants. Voilà, qu'il a composé une musique spéciale pour cette pièce, Mes chers enfants. On écoute Barbara, l'amoureuse. Oui. Barbara, l'amoureuse. Le choix d'Annie Dupéré dans les chansons de sa vie sur Radio J. Annie, on va continuer notre petit voyage au pays de vos préférences musicales avec un quatuor dont on ne dit pas assez à mon goût ce qu'il a apporté de poésie et de fraîcheur à la chanson française. On peut dire que ces quatre-là ont vraiment, dans les années 50, été les premiers boys bands. Ah oui. Je veux parler bien sûr des frères Jacques que vous avez choisis. Et dans votre playlist, un petit bijou, une chanson intitulée « Il fait beau ». Ah oui, c'est extraordinaire. De Jacques Grelot. Oui. Jacques Grelot, c'est un chef-d'œuvre cette chanson. C'est extraordinaire, quand même. Moi, c'est presque ma chanson préférée de toutes, tellement elle distille comme ça sur Paris, sur le bonheur, sur l'été, sur quelque chose de tout à fait et drôle en plus. Très très drôle, dont on s'aperçoit qu'il fait pas si beau que ça finalement à la fin de la chanson. Non, ça dépend. Les frères Jacques, 1944-1982, 38 ans de carrière. Je crois. Je sais pas si c'est les compagnons de la chanson ou eux, je crois qu'ils sont tous les deux, ou on n'est pas loin, loin de l'autre. Et j'ai eu un bonheur quand je jouais au Théâtre de la Ville, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Jean Mercure avait créé les 18h30, vous savez. Oui, bien sûr. Repérant qu'il y avait plein de gens qui en sortant au du métro, bureau, qui pouvaient faire un spectacle. Et j'ai eu le bonheur de jouer en même temps que les frères Jacques passaient. Je les voyais répéter dans une salle. Ils répétaient tous les jours leurs gestes, leur machin. C'était vraiment d'une précision incroyable. Et tous les soirs, j'arrivais en avance au théâtre pour être sur la passerelle technique en haut et les regarder tous les soirs. Vous saviez, vous qui l'avez bien connu, est-ce que vous saviez qu'Yves Robert avait failli entrer dans les frères Jacques ? Ah non, ça je ne savais pas, dis donc. J'ai appris ça en préparant cette émission, comme quoi il est vraiment fort intéressant de préparer les émissions. Yves Robert avait été sollicité par eux, et puis finalement, au dernier moment, il avait eu un engagement et il ne l'avait pas pris. Et donc, mais c'est vrai qu'on peut imaginer tout à fait. La stature d'Yves Robert au milieu de ces quatre-là. Jacques Grelot, c'est la personne, l'auteur-compositeur de cette magnifique chanson. C'est lui qui a offert sa première guitare à Georges Brassens. Et Georges Brassens, Il fait beau, c'est l'une des rares chansons qu'il n'ait pas composée, qu'il n'ait pas écrite. Il a souvent mis des textes en musique, mais là, paroles et musique sont de Jacques Grelot. C'est une des rares chansons qu'il n'a ni composée ni écrite et qu'il a eu plaisir à chanter. Il y a une vraie poésie dans cette chanson. Il y a une chute à laquelle on s'attend pas à la fin. Non. Vous aimez les chutes, vous j'aime aimez... bien, oui, j'aime bien les chansons qui ont une histoire comme ça, et un début, un développement et une fin, bien sûr. En fait, quand on entend les premiers vers de cette chanson, on se doute pas du tout qu'on va rentrer dans quelque chose d'aussi impertinent, parce que pour l'époque, quand même, ça se termine en partouze, quand même, le truc. Oui, c'est pas la fin de la chanson, d'ailleurs. Il y a une fin douce, mais pas... C'est l'avant-dernier couplet. Bien sûr.
L'impertinence, c'est quelque chose qui vous amuse? J'aime ça beaucoup, j'adore ça, effectivement, j'adore ça. Ouais. Vous êtes, vous avez écrit de nombreux romans. Vous ne vous êtes jamais essayé à écrire des chansons, vous qui les aimez tant, ces chansons? Comme les poèmes, je suis nulle. Vous avez essayé? Mais nul, mais à un point, c'est juste amour toujours. Enfin, c'est rien, aucune imagination, aucun sens de l'image. Alors j'ai un ami qui m'a dit, mais comment tu peux dire ça? Il a pris une partie de mon livre Le Voile Noir, Oui. et puis il en a fait un poème. J'ai dit oui. Bah oui, certes, oui, ça fait. Et pourquoi tu veux le découper en tranches de saucisson? Non, c'est peut-être juste pour vous faire la preuve que vous Oui, mais j'aime la faire. poésie, mais j'ai un problème avec la forme poétique. J'entends, parce que Voilà. franchement, sans aucune flagornerie de ma part, encore une fois, pour vous avoir beaucoup lu cet été, il y a des fulgurances, il y a des phrases dont on se dit, elles pourraient être dans des chansons, il y a des formules, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'écriture d'un livre. Enfin, Oui, je sais pas. Il y a je me suis beaucoup amusé dans le Tour des Arènes, dans le dernier, avec ma clocharde, effectivement, à faire des dialogues. D'ailleurs, je glisse à l'antenne que j'aimerais bien la jouer un jour. Cette clocharde, si quelqu'un avait l'idée d'en faire un beau téléfilm, par exemple. Ou une pièce de théâtre. Oh non, pas une pièce de théâtre. Non, mais c'est oui, la forme. J'aime bien. Évidemment, j'écris des choses poétiques de temps en temps, mais la forme, ce que j'appelle vraiment très péjorativement en tranche de saucisson, mais étrangère. Ça ne me vient pas. Alors, des artistes qui n'ont pas forcément écrit de chansons, mais qui les ont magnifiquement bien interprétées. Les frères Jacques, qui chantent du grelot, qui chantent Il fait beau. Le choix, Nadine Dupéré, sur Radio J. On l'écoute. Il fait beau, les frères Jacques, le choix d'Annie Dupéré dans les chansons de sa vie. Annie, je ne vous connais pas très bien, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai la sensation que dans votre vie, aux yeux des regards extérieurs, vous vous efforcez toujours de montrer que dans votre vie, il fait beau. Oui, absolument. C'est une forme de politesse vis-à-vis des autres, cette façon de leur offrir souvent votre côté le plus solaire? Oui, bien sûr, c'est une politesse. C'est bon, vous le savez certainement. Là, beaucoup de gens le savent. J'ai pas eu une enfance tout à fait rose. Non. Et je crois qu'il y a eu d'abord, il y a eu une manière de réagir qui était un grand déni du deuil, Oui. comme ça, un grand C'est ce que vous déni du expliquez. deuil. Quelque chose d'un peu... Pendant un certain nombre d'années, au début de ma vie, il y a un côté un peu brutal, comme ça. Puisque c'est comme ça, je continue. Et puis Donc j'étais un personnage jusqu'à l'âge de 28 ans, qui devait être un peu effrayant d'ailleurs pour les gens, parce que j'avais une espèce de sûreté de force comme ça, de survivante. Oui. Un peu La force des survivants. de la terre, voilà. Et plus tard, quand j'ai eu une lucidité sur cette époque de ma vie, je me suis définie comme un funambule au-dessus d'un lac noir. Et c'était tout à fait ça. J'étais vraiment en funambule, mais il n'y avait pas grand-chose qui me touchait, en fait. Ça, c'est un vrai thème de chanson, ça. Le funambule au-dessus du lac noir. Vous voyez? Oui. Vous voyez, vous êtes capable d'écrire des chansons. Voilà. Mais effectivement... Et puis après, effectivement, bon, je me suis adoucie, je me suis ouvert quand même à la vraie vie, je suis redescendu un peu sur terre. Et là, effectivement, c'est plutôt... j'ai trouvé que c'était... D'abord, j'ai une chose naturelle, peut-être, qui tient à ma bonne nature. J'aime bien les gens. Et vous aimez bien la vie, je crois aussi. Voilà. Et puis, surtout, comme quand on a eu quand on a trouvé ses parents morts par terre à 8 ans et demi, C'est ça. on a une relativité des choses qui est quand même assez pragmatique, comme ça. Je pense qu'on sait apprécier le prix du bonheur, quoi. après Voilà. ça. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a rien qui pouvait me faire tourner la tête. Rien. Donc, je m'estime pas beaucoup supérieur aux autres. Les autres sont à peu près comme moi. Voilà. C'est pour ça que je pense que j'ai pas pris la grossette du tout. Je veux dire, c'était... Et vous voilà. expliquez que vous avez d'autant moins pris la grosse tête que vous ne rêviez pas du tout d'être comédienne. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'était pas... Vous étiez parti pour les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, j'étais aux Beaux-Arts. J'allais rentrer en section peinture. Et puis voilà, il se trouve que au conservatoire où on m'avait envoyé pour continuer à étudier des textes, parce que j'écrivais et je lisais tout le temps, on m'a donné 2 premiers prix. Bon...
Et donc, ça vous évitait de passer une épreuve. Vous Voilà, puis étiez il y a une directement amie qui admissible. m'a dit « Oh, mais tu vas rentrer aux Beaux-Arts, bon d'accord, mais bon, nous, on va tenter le conservatoire à Paris, viens avec nous, ça va être marrant, qu'est-ce que tu risques ?» D'autant plus que vous étiez dispensé de la première La épreuve. première épreuve, voilà. Qu'est-ce que tu risques? Parce que ce que je risquais, c'est d'être prise, quoi. Vous l'avez été. Hop, bifurcation. Et en fait, c'est quand on réussit dans ce qu'on n'attendait pas que l'on est le plus détaché, que finalement C'est pas on tellement traverse une ça question comme de- des cadeaux, on prend Oui, ça comme oui, des oui. cadeaux. C'est ça, voilà. N'avoir aucune projection idéale de soi dans l'avenir, c'est vraiment épatant. Ça Quelle évite liberté. les jalousies, Quelle ça liberté. évite l'envie, ça évite tout ça. On voyage beaucoup plus léger. Voilà, on prend les choses comme elles arrivent et avec bonheur et puis voilà. Et qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? On vous voit très 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 souvent souriante. Bien évidemment qu'il y a une part de vous qui vous ne pouvez pas sourire tout le temps. Qu'est-ce qui peut vraiment vous fâcher et vous mettre en colère? Il y a des choses, je me suis pas mal fâchée dernièrement. On va pas en parler, je suppose. C'est quoi? Up to you. Non, vaut mieux pas. Non, mais dans ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, là, par exemple, une Oui. chose me terrifie. Mais me terrifie. Oui, C'est la docilité des gens, l'obéissance. l'obéissance. Ouais. C'est bien J'étais d'apprendre à désobéir parfois. terrifié. De où on peut nous emmener avec ça. Avec un peu de peur, distillée chaque jour, avec quelques règles, un QR code et tout ça, on peut amener les gens n'importe où. Et ça me terrifie. Il suffit de relire certains livres d'histoire. Oui. La Annie Dupéré publique et la Annie Dupéré privée, elles sont très très différentes. Vous vous autorisez vraiment dans la sphère privée Non, pas tellement. Finalement, j'ai tendu depuis toujours à la cohérence. Voilà. Donc, je suis pas tellement différente. Mais c'est sûr que si j'ai je vais pas dire toutes mes colères, par exemple, si j'en ai. Voilà. Vos deux enfants, Sarah et Gaël, ont embrassé le même métier que vous, la même profession que vous. On le vit comment en tant que maman quand vos 2 gosses vous disent bah maman, je veux faire ce métier de saltimbanque? Bah, c'est-à-dire, déjà, il y a eu une fille qui m'a rien dit parce que je l'ai vue en premier. C'est vrai que je l'ai vue à 12 ans à un petit travail d'école, comme ça, mais qui était un travail assez accompli, puisqu'il Oui. choisissait les rôles, il faisait les décors, les costumes, il jouait au lucernaire, et moi, je n'ai pas pu le voir, donc le deuxième homme avec qui j'ai vécu, Chris Campion, a filmé ça, et le soir, quand j'ai regardé ça, Vous avez dit j'ai vu rentrer ma fille, j'ai dit « Oh merde, on va pas y couper ». et pourquoi oh merde? Oh chouette. Bah non, au chouette, oui. Enfin bon, c'était évident, mais évident, quoi. Voilà. Et votre fils? Alors mon fils, ça c'est complètement autre chose parce que lui, c'était le diplômé de la famille. Ouais. Vu que moi, j'ai un pauvre BEPC arraché de haute lutte pour entrer aux Beaux-Arts à 14 ans et demi. Bernard n'avait pour tout diplôme qu'un brevet chaudière-turbine glané dans la marine. Ça sert, ça sert dans la vie. Dont on a abondamment plaisanté d'ailleurs quand on jouait ensemble, parce qu'avec le metteur en scène, on voyait Bernard en faire des caisses et on disait, dis donc, tu serais pas un peu chaudière turbine là quand même? Non, mais et Gaël a pris l'option opposée, c'est-à-dire qu'il a décroché une maîtrise d'économie, alors qu'on l'a pas vraiment vu beaucoup bosser, quoi. C'était et puis il est devenu concepteur de jeux vidéo. Oui. Chef de projet dans une entreprise, et puis quand son papa est mort, bon, c'est un peu personnel, Gaël, excuse-moi, mais 3 jours après, il nous a annoncé avec ma fille qu'il voulait être comédien. Et là, je me suis dit, mon Dieu, le poids d'un père, qu'est-ce que ça peut être de vous interdire même de rêver à faire la même chose, parce que surtout, on se met pas sur le même terrain, on évite tous les terrains. Une forme de prudence. Voilà. Et donc voilà, donc Gaël a les 2 casquettes. Il a repris aussi son ancien métier maintenant. Et quel type de maman vous êtes? J'étais une mère qui n'avait pas eu de mère, ou du moins qui n'en avait eu aucun souvenir. Donc c'est toujours problématique ça quand on n'a pas d'exemple à suivre ou à contrer. Parce que j'en connais qui ont fait surtout pas ce qu'elle a fait. On se construit avec voilà, ou contre, bien sûr. Ou contre. Et moi, comme j'avais rien, je regardais les autres. Et c'est vrai que je l'ai souvent dit, et je l'ai même dit à mes enfants, je les trouvais lourdes, les mères, mais lourdes. Être sur le dos de leurs enfants, elle fait pas ci, puis pas ça, puis attention, devançant les choses, souvent. Oui. Peur avant qu'ils fassent quelque chose, ou pire, pensant avant eux. Précédent. Ah, il va être, oui. Et ça, je trouvais ça terrible. Donc, en fait, j'ai fait avec mes enfants
ce que ma tante qui m'a élevée, qui Oui. était ma tutrice, a fait avec moi. C'est-à-dire qu'elle s'est pas autorisée d'être trop près. Elle vous accompagnait. Voilà. Elle m'a mis toutes les cartes en main, À la bonne distance. Voilà. Annie, on va continuer notre voyage en chanson avec un monument de la chanson française, Yves Montand, une chanson qui est entrée au panthéon de la chanson française, Les Feuilles Mortes, signée Ouais. Prévert et Cosma. Elle représente quoi pour vous, cette chanson? Alors cette chanson-là, elle représente un truc étrange. D'ailleurs, tu vas me dire, j'ai pas eu la curiosité de chercher. Tu sais que j'ai pas de souvenirs d'enfance, tout Oui, a je été sais, rayé. je sais. Les Feuilles Mortes, pour moi, je me vois avec mes parents dans un cinéma. Oui, bien sûr. Ça a été un film, c'est ça? Bien Ça a été évidemment. la musique d'un film. Les Voilà. Portes de la Nuit, Et ben voilà. de Mes Marcel parents Carné. m'avaient sans doute C'est dingue, ça. emmené au cinéma et et nous étions, je peux même dire, c'est un flash. Je vois un écran et je vois qu'on était au balcon. Et je vois pas mes parents. Mais par contre, je sais que j'ai entendu cette chanson-là dans un cinéma sur Elle un était balcon. fredonnée. Elle était fredonnée dans le film de Marcel Carné, Les Portes de la Nuit, Voilà. qui a été un bide noir. La critique avait surnommé ce film Les Portes de l'ennui. Charmante Formidable, critique. Yves Montand fredonnait cette chanson. Le film était un bide noir, mais lui avait repéré, avec son talent d'interprète, il avait repéré que cette chanson signée Prévert et Cosma. Prévert, pendant longtemps, n'avait pas voulu écrire les paroles de cette chanson. Il trouvait que le film n'était pas intéressant non plus. Il essaie de faire un petit peu tirer par la manche pour faire cette chanson. Et cette chanson, Montand va la traîner vraiment. Mais ça, il le raconte formidablement bien dans ses mémoires et dans le documentaire que Rothman a fait sur la vie de Montand. Il disait, je prenais 3 beignes avec ça. Il prenait 3 beignes pendant des années, mais pendant des années. Il continue à la chanter parce qu'il aimait cette chanson et 3 beignes. Ah oui, rien. ah oui, ah oui. Et puis, Ouais, ouais. et puis voilà. Et puis jusqu'au moment où cette chanson Jusqu'au moment où c'est devenu est devenu voilà, un classique. Quoi. un classique repris par Sinatra, Nat King Cole, j'en passais Ouais, des meilleurs. Les critiques, on disait que la critique avait proprement assassiné ce film. Les critiques, de façon générale, ce sont des choses que vous lisez, vous en tenez compte ou alors, Non, pas du tout, pas du tout. Je peux en citer une parce qu'elle m'avait fait rire quelque part et c'est un peu méchant ce que je vais dire là. J'ai fait un... Non, c'est pas méchant parce que c'était un type tellement charmant, Monsieur Vadim. Oui. Vadim était un type absolument adorable. Seulement voilà, il a commis encore je m'y commis vraiment, Oui. hein, dans un film à sketch qui était la mode à l'époque sur les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Oui. Il y avait un film avec Jane Fonda, Peter Fonda, pas mal d'acteurs, dont un magnifique acteur anglais, James Robertson Justice, et ta camarade en face, voilà. Il avait fait une chose comme ça, sur un truc médiéval, où il y avait Jane Fonda avec des grandes cuissardes, des animaux en laisse, machin et tout. C'était vraiment pas possible. Je le dis tout de suite, je l'ai revu, j'ai eu honte pour lui. Avec une tendresse rétrospective, je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire là. Et alors, il y a eu une critique dans un grand journal. Il y avait un sketch de Fellini. Faut pas parier sa tête avec le diable, avec Terence Stamp. D'accord. Qui est ça vaut le coup de revoir ça, juste un chef-d'œuvre. Et pour ce sketch-là, d'accord. Et alors là, il y avait 3 colonnes sur Fellini. Il y avait une colonne sur Louis Malle, qui avait fait une chose aussi avec Delon et Bardot, qui était bon, qui n'était pas le meilleur de Louis Malle. Et il y avait une ligne sur Vadim. Qui l'assassinait. Edgar Poe à la piste aux étoiles. C'est la critique la plus méchante et la plus juste quand on voit la chose. La formule est extraordinaire. Et comparativement, je me rappelle d'avoir vu ces 3 colonnes. Une colonne et la ligne. Assassine. Edgar Poe à la C'est piste drôle. aux étoiles, c'est terrible, terrible. Comme quoi, les critiques, de temps en temps, ça peut être des chefs-d'œuvre aussi. Le personnage de Montand, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Je le connais pas bien. Je sais pas. En tant qu'interprète. En tant qu'interprète, c'est sa joie, sa voix, sa joie quand même. Il avait une voix joyeuse, je trouve. Il avait une résonance comme ça. Jouissance de la vie, Oui, comme oui, ça. oui, oui. Mais sinon, non, j'étais pas spécialement fan, comme vous dites. On ne peut pas évoquer Montand sans penser à Simone Signoret. Vous la connaissiez, cette grande dame? J'ai une trop longue anecdote sur Simone, mais je te le raconterai en privé parce que... Ouais. Non, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone 2 fois. Voilà.
Mon temps s'ignorait. Quand on parle avec vous et de vous, on pense immédiatement aussi à Bernard Giraudot. C'est facile d'être un couple dans la lumière? C'est une question qu'on a dû vous poser 100 fois, mais ça me dérange pas de faire la 101e. Je sais pas. Je crois que les difficultés qu'on a eues à Bernard ne tenaient pas à ça. Ne tenaient pas à ça du tout. Non, ça tenait à son caractère. Voilà, à cette manière qu'il avait de mépriser le bonheur, qui était avec moi qui avait connu des grands malheurs. Pourquoi j'ai choisi ce type-là, quoi? C'est terrible. Vous en avez parlé à votre psy? Il n'y a pas eu de psy. Alors... Mais j'en ai parlé avec lui après, quand il a été malade et qu'il s'est retourné comme un gant. Voilà. Yves Montand, Les Feuilles Mortes, le choix d'Annie Dupéré dans les chansons de ma vie sur Radio J. Notre promenade en chanson et en chanté avec Annie Dupéré. Et là, alors, sans transition aucune, changement radical de style, Aux Solitudes, chanté par Alfred Deller. Oui. Alors, je vous remercie parce que je connaissais de nom Alfred Deller, mais ça m'a permis, grâce à vous, de me pencher un petit peu sur la carrière de cet homme qui était un musicologue aguerri et aussi une voix exceptionnelle de contre-ténor. Qu'est-ce qui vous touche dans cette voix et vous l'avez rencontré comment? Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais là, on parlait de Bernard Giraudot. Oui, Bernard fulminait parce qu'il n'avait pas, à 40 ans, encore fait un film, lui qui rêvait d'être réalisateur. Et il se trouve que l'ami José Giovanni, sa sœur avait épousé un alpiniste, avait écrit un livre. D'accord. Qui s'appelait La face de l'ogre. Et effectivement, c'est José Giovanni qui m'a donné ce livre en me disant « Regarde, toi qui écris, parce que j'avais déjà fait 2 romans, est-ce que peut-être tu peux en faire quelque chose ?» Et j'ai gardé vraiment le thème principal du film, du livre, je veux dire, en enlevant toutes les anecdotes sur la vie de Simone, juste le thème central, qui était le refus du deuil. Et je te jure que je n'ai pas compris, en écrivant ce script, pourquoi j'étais à l'aise avec ce sujet. C'était pas tant de rien comprendre, parce que sinon on fait pas les choses, tu vois. Bien sûr. Donc bien sûr. Je nageais comme un poisson dans l'eau là-dedans. Vous n'aviez pas encore écrit le Voile Noir? Non, j'avais pas encore écrit le Voile Noir. Et vous n'aviez pas encore fait votre livre? Pas du tout. Mais là, tout à coup, cette femme qui a son mari qui est mort là-haut, qui est pendu là, et qui attend, mine de rien, parce qu'elle l'a pas regardé, elle l'a pas vu. D'accord. Donc elle fait comme s'il allait revenir. D'accord. Et tous les autres sont très inquiets autour d'elle parce que eux ils savent, ils ont vu. On a installé des jumelles pour regarder ce type là-haut. Elle non. Et elle est dans un déni total. Jusqu'au jour on va. Bon, c'est un très beau sujet. Bernard a fait on a fait ensemble donc ce film, La face de l'ogre, et c'est Bernard qui a amené cette chanson de la fin. D'accord. Là au moment où cette femme effectivement réalise qu'elle va être obligée de faire son deuil, elle redescend de la montagne, du Mont-en-Vert d'ailleurs, au-dessus de Chamonix. Elle redescend par le petit train vers la vie, et voilà. Et cette œuvre de Purcell arrive. Voilà. On l'écoute? Oui. Alfred Deller, merci Annie de nous faire découvrir ça. Ah bah oui, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Solitude, mon doux choix. C'est quand même extraordinaire comme thème. C'est vrai qu'on est plongé directement, quand on écoute ça, dans une espèce d'état comme ça de paix, de réconciliation. Oui, un petit peu en lévitation. Oui. Vous avez besoin de la musique chaque jour dans votre vie? Alors, c'est affreux ce que je vais vous dire à vous. Je n'ai pas besoin de musique. Non, vous n'avez pas besoin de musique. Merci beaucoup, Annie. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Bon, on va s'arrêter là. Je savais que ce serait une bonne émission. Non, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai que je fais souvent des choses avec mes mains, je couds, j'écris ou ça, et alors j'en mets quelquefois, et puis elle est toujours en trop. Elle vous gêne, elle pirate quelque chose. Oui, elle pirate quelque chose. Et alors faudrait que je m'arrête pour écouter. Je m'arrête rarement. Il vous arrive quand même parfois, de temps en temps, vous nous avez parlé de Barbara, il vous arrive de temps en temps quand même d'aller vous asseoir pour écouter. C'est vrai que je suis plus sur la chanson. Il y a des gens que vous aimez aller écouter comme ça, où vous acceptez pendant 2 heures de vous poser dans un fauteuil et de les Oui, j'ai adoré notamment un groupe qui n'existe plus malheureusement, puisque la chanteuse est décédée. C'était Paris Combo. Belle Duberry. Voilà, Belle Duberry. Elle est décédée en août dernier, oui, tout à fait. Je sais que j'avais demandé, elle m'avait regardé avec un air un peu ahuri, parce que je les avais invités dans mon Drucker, sur mon dimanche Drucker, et je les avais invités spécialement. Michel les connaissait pas, donc ils sont venus, ils ont chanté.
Et je lui ai dit, à cette chanteuse, je lui ai dit, j'adore le nom que vous avez pris parce que ça me fait penser à une belle patate ou une belle vache. Ça va lui faire plaisir. Alors, elle m'a regardé pour le coup en se demandant si c'était du lard du cochon. Mais je lui ai dit, vous savez, non, je plaisante pas, je suis assez agricole comme fille. Vous lanceriez facilement dans un projet d'album, chanter vos chansons à vous? Alors d'album, je sais pas, mais je sais que j'adore chanter sur scène. Dès que je peux le faire, je rate pas une occasion. J'adore ça, donc c'est plutôt album. Je sais pas, est-ce que je suis légitime pour un album, mais sur scène, oui, j'adore ça. J'adore ça, bien sûr. Et vous avez des projets de cet ordre-là? Vous réfléchissez à un spectacle qui pourrait mêler comédie et chanson? C'est quelque chose qui pourrait vous parler? C'est une chose qui me plairait beaucoup. Mais c'est pas encore mis en place. J'ai une ou deux personnes comme ça qui m'ont dit, tiens, on t'écrit bien des chansons. Il y a le très beau compositeur qui a composé la chanson que j'ai chantée, voilà. Pour les Funambules. Pour les Funambules. Voilà, encore un nom qui m'échappe. Stéphane Corbin. Il y a Stéphane Corbin pour la musique et le texte est d'Hervé Domingue. Hervé Domingue, voilà. Une chanson magnifique. Hervé, elle est super cette chanson, voilà. C'est vrai que quand je pense comme ça, entre les chansons que j'aime bien, qui sont des chansons d'autrefois comme ça, que je mettrais bien, et des chansons nouvelles, j'aimerais bien monter quelque chose comme ça. Je mettrais Joyeux Noël de Barbara. Je mettrais Les Amis de Monsieur. Ça, c'est une grande chanson. Voilà, c'est des choses à la fois d'humour et tendre comme ça qui serait bien à mélanger avec de nouvelles chansons. Mais ça, c'est un avenir. Peut-être pas si lointain que ça. Allez savoir. Allez donc savoir. Ça me tourne autour. On continue notre promenade musicale et là encore, sans aucune transition, un petit bijou de chanson interprété par l'immense Ginette Garcin et écrit par Jean-Yann, le tango de Jésus, plus connu sous le nom de Dans les bras de Jésus. Cette chanson. C'est ça. C'était dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann. Et merci Annie d'avoir choisi ce titre. Je pense que c'est la première et la dernière fois que cette chanson passera sur Radio J. Mais franchement, Dans les bras de Jésus. Mais j'aimerais bien la reprendre, voyez, savez-vous. Elle est magnifique, cette chanson. Est-ce que vous pensez que une œuvre aussi délicieusement subversive aujourd'hui, avec toute cette espèce de censure et d'autocensure qui est presque pire que la censure elle-même, est-ce que vous pensez que ça pourrait être chanté encore aujourd'hui, ça? Je ne sais pas. Je l'espérerais, mais on va mettre un conditionnel improbable. Improbable aussi. Et Ginette Garcin, vous l'avez rencontrée? Ah oui, je l'ai rencontrée assez peu comme ça, mais j'aimais énormément cette femme, quoi. Ça fait partie de ces artistes que j'aime beaucoup parce que qui s'interdisent rien. Voilà, elle dansait, elle faisait des claquettes, elle chantait, elle jouait la comédie. Voilà, faut rien s'interdire dans ces cas-là. Et c'est vrai que c'est. Et elle faisait tout avec talent. Oui, formidable. Une saltimbanque, voilà. Jean-Yann, vous avez eu l'occasion de travailler avec lui? J'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, mais je le connaissais un peu parce qu'il était très ami avec un de mes meilleurs amis qui s'occupait de Cannes à l'époque et tout ça. Donc j'ai rencontré Jean, bien sûr, et qui était un bourru tendre. Et on ne dit pas à quel point, comme dans le cas de Francis Blanche, à quel point ce monsieur a écrit de jolies chansons. Jolies. De très jolies chansons. Il en a même commis une que je te conseille, Gloire aux genoux, qu'il a chanté avec... Avec qui? Il a chanté pour une émission, ça vaut le coup de regarder ça, de le chercher sur Internet. Alors, Annie, conseil pour conseil. Avec Jacques Martin, ils ont commis ça, gloire aux genoux. Et l'immense Jacques Martin. Mais alors, conseil pour conseil, moi je vous conseille d'aller écouter la chanson du missionnaire, la chanson du légionnaire de Jacques Martin. Je reprends. Alors, conseil pour conseil, je vous conseille moi aussi d'aller écouter de Jean-Yann la chanson du légionnaire, le cha-cha du légionnaire, le mambo ou le cha-cha, j'ai un doute du légionnaire. C'est un petit bijou, ce légionnaire assez bourru qui finalement aime le soir se mettre à danser, mais il joue ça avec, il est à l'harmonium, il joue ça, c'est un petit bijou. Je vais écouter. Eh ben écoutez, moi je vous propose qu'on écoute Dans les bras de Jésus, on y va. Allez, on y va. Dans les bras de Jésus, Annie, nous sommes sur une radio culturelle et cultuelle. Mais justement. Une question que je pose à tous mes invités. Quel rapport vous entretenez avec la spiritualité? Alors, dans votre dernier roman, Le Tour des arènes, vous faites dire à l'un de vos protagonistes qui cite Jung, si vous voulez appeler Dieu ce quelque chose qui nous dépasse, moi ça me va.
cette phrase de Jung, elle vous va? Vous la reprendriez à votre compte? Alors non, je reprendrai pas ça à mon compte parce que Dieu, je pense que si Dieu, il y a un Dieu quelque part, il est inappréhendable par l'esprit humain. D'accord. Je pense que je suis beaucoup plus pour cette phrase un peu brutale que dit ma clocharde, là, ma femme en noir. Toutes les religions, surtout les monothéistes, ont été écrites par des hommes au temps où les femmes valaient moins qu'un âne. Elle dit ça à Solange qui l'interroge. Solange qui l'interroge. Et elle dit, mais je crois au mystère. C'est ça, elle parle beaucoup des choses, voilà. C'est à là où je voulais en venir. Elle parle beaucoup du mystère. Ça, c'est une profession de foi à moi, je dois dire. D'accord. Et Jung, c'était juste un emprunt, juste, d'accord. Voilà. Et ce mystère, au quotidien, vous le vivez comment, ce mystère? Il vous arrive, et vous me répondez si il vous arrive de lui parler à ce mystère? Il vous arrive de vous connecter avec ce mystère? Ou c'est quelque chose que vous laissez dans un coin et que vous... Non, c'est une chose que je laisse faire comme ça, avec ces signes que j'ai eus de temps en temps, donc qui doivent émaner d'anges, si on les appelle comme ça, qui doivent me suivre un peu. Mais j'ai eu un grand ami qui s'est juif, qui s'est converti au catholicisme, qui était Maurice Chevitte. Oui. Et qui a eu, lui, vraiment des signes comme ça, péremptoires, même des phrases, des choses qu'on lui a dites. Et Maurice Chevitte, un immense acteur que le grand public connaît surtout pour ses rôles dans Les Bronzés, qui était le compagnon de Dominique Lavanant dans Les Bronzés. Voilà. Mais on ne saurait le réduire à ça, un immense acteur. Non, immense acteur et tout, avec lequel j'ai joué longtemps. C'était mon parrain en deuil, si j'ose dire. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'il a eu, lui, des signes vraiment péremptoires là, de là-haut, d'où ils sont. Et il m'avait dit cette phrase formidable. Il dit, de temps en temps, on a un cadeau. De temps en temps, c'est fermé. La communication avec les morts, là-haut, c'est fermé. Mm-hmm. Et il doit y avoir une raison pour ça. Faut pas taper sur la porte. Mais de temps en temps, ça s'en trouve et on vous fait un cadeau comme ça. On le prend avec bonheur et on cherche pas à taper sur la porte. Annie, cette petite voix qui vous fait dire « signe ce contrat ou ne le signe pas » jusqu'à vous empêcher d'approcher le stylo de la feuille, elle fait partie du mystère, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que quand on est mené un peu comme ça, comme je pense que je le suis, on ne s'en aperçoit pas. Si on a l'échine un peu souple avec le sort, on suit. Oui. Voilà, on a le dos souple, on dit « ah bon, il faut aller là, on y va ». C'est quand on se rébelle qu'on s'aperçoit qu'on a été mené. C'est quand on n'obéit pas que tout à coup on le prend dans la figure et qu'on se dit « oula, j'étais prévenu, j'ai pas écouté ». Eh bien voilà, la prochaine fois que je sens quelque chose de négatif, on me traîne par les cheveux, j'y vais pas. Parce que je n'ai pas de voyance, je vois pas. Mais il y a une raison. D'accord. Et si j'obéis pas, je vais la découvrir. Et vous l'avez découverte, vous le racontez dans vos ouvrages. Ouais. Annie, on arrive au terme de notre voyage musical. C'est quoi le prochain rêve artistique d'Annie Dupéret? Je rêve pas. Prochain projet, alors? Oh, le prochain projet... vous connaissez la différence entre le rêve et le projet? Le projet, il y a une date. Non, il n'y a pas de date. Pour le moment, le projet, c'est d'aller tous les soirs, effectivement, habiter ce beau texte de Jean Marbeuf et puis l'offrir aux gens. C'est un texte qu'on offre, ça. C'est pas un rôle dans lequel on rentre, c'est pas une pièce, c'est pas... Il faut rentrer dedans, comme ça, l'habiter et l'offrir aux gens. Je trouve que c'est une belle... J'avais fait ça aussi avec Oscar et la Dame Rose. Oui. Ce sont des textes à habiter, voilà. Mais est-ce que c'est pas globalement ce qui pourrait définir votre métier, enfin, en tout cas de la manière dont vous le faites, offrir des choses, c'est des cadeaux que vous offrez? Oui, mais il y a des rôles quand même. Notamment, j'ai fait par exemple un téléfilm là. Pour la 2, je crois, ou la 3, je ne sais plus, qui va passer, qui est un film, mais vraiment un film. Ça commence comme du Chabrol et ça termine dans Hitchcock, où j'ai un personnage absolument effrayant. Mais effrayant, une psychopathe terrible. Mais ça peut être un cadeau aussi. C'est formidable. Oui, mais là, c'est des choses vraiment à construire, à rentrer dedans, à jouer, vraiment à jouer, à interpréter.
Et quand vous dites construire, c'est quoi? C'est la méthode Stanislavski? C'est aller non, pas du tout. C'est aller chercher en vous des choses que non, mais on les a, elles sont là. Hein. Il suffit de les réveiller. Bien, il suffit de les réveiller. Puis on n'est pas. Moi, je suis de l'école française, c'est-à-dire qu'un rôle, on rentre, on sort. Hein. C'est ça. On rentre, on sort. On fait une scène d'émotion, on rigole avec les techniciens tout de suite après. Je veux dire, on n'est pas. Et ce on-off, c'est facile pour vous? Oui, oui. Et j'ai été bien guidé là-dedans, dans cette technique-là, par Monsieur Jean-Louis Barrault, qui avait une devise pour rire. Quand il voyait un acteur tout à coup se prendre la tête à deux mains et dire Jean-Louis, excuse-moi, mais le personnage là, je comprends pas. Attends, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il veut? Et là, Jean-Louis le coupait en disant oh, je t'en prie, mal mais vite. Ça, au moins, tout est dit. Ah, ça, c'est un remède contre la grosse tête. Formidable, mal mais vite, jette-toi, vas-y, allez, nage. Mal mais vite. Annie, je rappelle votre actualité, mes chers enfants, de Jean Marbeuf au Théâtre de Passy, du mercredi au samedi, et puis mercredi au dimanche. Du mercredi au dimanche, alors sur le. Oui. Alors très bien. Normalement, je joue le dimanche, hein, J'avais l'impression d'avoir bien lu le dossier de presse, mais il y a peut-être une petite coquille. Donc du mercredi au dimanche. Autre actualité, le tour des arènes, un roman en forme de conte, une forme de psychanalyse un peu sauvage de cette héroïne Solange. Oui. C'est marrant, on retrouve pas mal de choses de vous dans ce personnage. C'est-à-dire le thème, quoi. Thème. L'instinct, l'inconscient et les hasards. C'est bien vous, sûr. quoi. On peut naviguer avec ça. J'ai passé un très très bel été en faisant le tour des arènes avec vous. Merci. Et puis Annie, une dernière question. Aujourd'hui, question un petit peu comme ça, qui a l'air un petit peu pompeuse, mais qui est très simple en fait. Et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait? Que ce métier vous ait fait? Oh, plein. Non, franchement, plein. Et notamment de me donner l'occasion d'avoir des rôles très différents. Oui. Voilà. Moi au premier journaliste qui m'a interviewé à 17 ans alors que j'allais au théâtre, quelle va être votre ligne de carrière? J'ai ouvert des yeux comme des soucoupes et j'ai répondu instinctivement le zigzag. Vous le saviez déjà? Oui, apparemment. Peut-être ça m'a été soufflé. Encore une fois, le mystère. Annie, mille merci. Merci à toi. Bon succès à votre pièce. Oui, ça dit des choses. Hein. À ce Mes chers enfants que nous ne manquerons pas de venir applaudir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci.